Bonjour et bienvenue à ce premier cours en ligne, cette première vidéo qui concerne la notion de classe de repère. Donc c'est un nouveau concept que je voudrais partager avec vous. Et ces cours sont dans le cadre du projet Ariane Diez qui permet de développer donc une pédagogie à distance pour donner toutes les clés nécessaires que l'équipe a mis en place, l'équipe de Montbéliard a mis en place depuis quelques années pour donner des cours dans le cadre de l'éducation nationale pour faire intervenir la création dans les écoles. Donc il y aura, je m'autorise à donner une sorte d'introduction à ce que vous voyez aujourd'hui. Il s'agit du premier cours d'une série de cours qui vont être postés régulièrement sur le site d'Ariane Diez, dont le but est de vous donner les sources, les concepts, parfois les outils pour opérer à l'intérieur du milieu scolaire dans le cadre du développement de l'activité culturelle et artistique. Le concept d'aujourd'hui est celui de classe de repère. Bien entendu, à chaque fois que vous ne comprenez, vous m'arrêtez, hein, ça m'aidera à être moins froid face à des caméras et plus dans un cadre humain. Nous sommes habitués à parler de catégories. Chacun de nous, depuis l'école maternelle, est habitué à ranger des choses similaires dans des endroits similaires. Un exemple très trivial, c'est que nous mettons les couverts, donc les fourchettes, les cuillères, les couteaux, dans des tiroirs, souvent. Nous mettons les chaussettes, les linges dans d'autres tiroirs, et on nous apprend à ne pas mélanger, sauf cas pathologique bien sûr, à ne pas mélanger les chaussettes avec les couverts. C'est-à-dire que nous sommes capables de reconnaître des fonctions, la fonction couvert, ce qui nous permet de manger, nous permet de servir à table, et notre fonction qui est par exemple vêtement, qui nous permet de nous habiller. Et tendanciellement, on ne les mélange pas. Donc c'est ce qu'on appelle des catégories. Donc comme vous voyez sur l'écran, il s'agit des groupes, non pas fermés, des groupes, des zones dans lesquelles nous mettons par apprentissage des éléments. Et ces éléments constituent, avec notre culture, avec notre croissance, avec notre vie, un ensemble d'éléments auxquels on ira piocher quand on en aura besoin. En musique, cette vision est particulièrement utile parce que la musique possède plusieurs catégories qui sont inhérentes à la notion de hauteur, la notion de durée, la notion d'intensité, les notions très étendues, on verra, des timbres, des modes de jeu, mais on verra que dans chaque famille, nous avons des sous-familles. Alors, si ceci était vrai et valable, et ça a été valable pendant des siècles, c'est-à-dire qu'il suffisait d'avoir des notions de hauteur, de gamme, de mode, d'intervalle, de profil mélodique, de durée, de métrique, et ainsi de suite, pour pouvoir composer, avec l'arrivée des ordinateurs, avec l'arrivée des outils numériques, la notion des catégories est un peu plus faible. Elle n'est pas tout à fait adaptée à la composition du XXIe siècle. Je dirais même, j'ai aucun problème à le dire, que Berriot était mon maître, donc entre Bach et Berriot, les catégories n'ont pas vraiment évolué. C'est-à-dire, elles se sont élargies, elles étaient plus grandes, mais une hauteur restait une hauteur, un accord restait un accord, un agrégat restait un agrégat. Bien sûr, à l'époque de Bach, il n'y avait pas les agrégats, mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas eu des énormes révolutions, choses qui auront lieu avec l'intervention de la musique enregistrée, donc de la musique concrète, de la musique électronique, et bien sûr, à l'époque du numérique, avec l'arrivée du digital. Donc, quand la notion des catégories bascule. C'est pour ça qu'à partir d'aujourd'hui, je souhaiterais, en tout cas, avec vous, qu'on ne parle plus de catégories, mais commence à parler de classes de repères. La différence n'est pas subtile, elle est substantielle. Comme je vous ai dit, une catégorie est un cercle, un ensemble, un tiroir, un sac, ce que vous voulez. C'est un peu comme chez l'épicier, et c'est là où on met des épices. Les poivres verts avec le poivre rouge, avec le poivre blanc, et ainsi de suite. Or, imaginons de changer de mode opératoire. Imaginons que une classe de repères sont exactement les mêmes catégories qu'avant, ni plus ni moins, mais qu'elles sont traversées par des fonctions. C'est un concept qui peut sembler un peu abstrait. En réalité, vous allez voir qu'il devient très très concret et très, je
dirais, opératoire. Prenons l'exemple de ce stylo. Ce stylo dans lequel il a une pointe. Donc ce stylo peut appartenir à plusieurs catégories. Si je le mets dans la catégorie objet ou outil tout court, donc comme un tournevis, comme un clavier d'ordinateur, comme un appareil photo, on va dire que c'est une catégorie très étendue. Sûrement plus la catégorie est étendue et générique, elle est peu utilisable. C'est comme en musique, on disait, il y a des notes, il y a des timbres, il y a des éléments, on va dire comme ça. C'est pas très utile. Okay? Si je commence à le mettre comme outil avec une pointe, alors là, vous allez voir que ça devient plus spécifique. En fonction de ce qui va traverser cette catégorie, outil avec pointe, la classe de repère va changer d'orientation. Donc, une classe de repère, si je décide que cet objet est utile pour écrire, il s'avère que sa structuration, sa fonctionnalité, son mode opératoire est effectivement apte à pouvoir écrire. Mais si tout d'un coup je dois me défendre de quelqu'un qui m'attaque, Matisse, il est pas d'accord, et donc du coup je prends cet objet qui perd complètement sa fonction d'écriture, mais devient un objet juste avec une pointe que j'utilise en guise de couteau, en guise de autodéfense. Et si Ina dit mais non, mais moi je veux fermer la porte parce que elle continue à claquer, du coup je prends le même objet qui n'a plus du tout la fonction d'écriture, qui n'a plus la fonction de me protéger, mais ça devient une fonction, on va dire, pour créer je me manque les mots en français, mais on va dire, ça devient fonctionnel au fait qu'il va caler la porte, comme si c'était un bouquin, un bout de journal ou autre chose. Donc ça, c'est la notion de classe de repère qui peut être orientée, corrélée ou articulée. On va voir les trois termes différents. Donc c'est quelque chose, un objet qui est posé dans une catégorie, mais en fonction désolé pour la tautologie, en fonction de la fonction que la traverse, en fonction du rôle qu'on associe à cette catégorie, automatiquement, son opérativité sera différente. Donc, tout d'abord, une classe de repère peut être activée. Et je vous donne un exemple très connu. Une classe de repère activée, ça veut dire que je vois une jeune fille qui passe un vélo sur un vélo rouge devant moi. Moi, je déteste les vélos rouges, je déteste les filles, et c'est faux, bien entendu, c'est un exemple. Et tout d'un coup, je vais oublier cette fille qui passe devant moi. Victoire adore les vélos rouges. La même jeune fille passe devant Victoire, elle va mémoriser qu'une jeune fille est passée un vélo devant elle. Cette différence entre l'activation de mon cerveau et celle de Victoire dépend des classes culturelles. En fonction de où on a grandi, si on est homme ou femme, si on croit ou pas en Dieu, si on a une confession, en fonction de ses orientations sexuelles, plutôt qu'en fonction de ses orientations de goût culinaire, en fonction des études, en fonction des pays d'origine. Donc c'est des classes extrêmement étendues. Le même phénomène, la même jeune fille en vélo, peut créer une sorte d'activation d'une classe de repère, à l'occurrence dans l'exemple pour Victoire, ou pas du tout, à l'occurrence pour moi. Ça reste toujours à titre d'exemple. Donc, l'activation, ça veut dire quoi? C'est un peu comme les cordes d'un piano qui vibrent de façon sympathique. Il y a des cordes qui sont à une fréquence donnée, et quand un phénomène acoustique a les mêmes fréquences, les cordes se mettent à vibrer. Il faut envisager que les classes de repères, dites culturelles, celles qui font partie de la vie de nos jours, de l'éducation qu'on a reçue, de si on était bon ou mauvais à l'école, si on a envie d'aller escalader des montagnes ou aller plutôt nager à la mer, donc c'est des classes extrêmement étendues, elles peuvent être activées par sympathie. Si moi, je suis tout d'un coup passionné des croissants et que je sens l'odeur du beurre des croissants, automatiquement, rien que l'odeur du beurre me fait rappeler, un peu comme les madeleines de Proust, quelque chose qui effectivement est une activation d'une classe de repère. Une fois que les classes de repère sont activées, ça veut dire tout simplement que nos sens, qu'on verra dans un instant, elles peuvent détecter le phénomène. Ça veut dire que si Yaoshi, prenons l'exemple de Yaoshi, passionné de Beethoven, elle est tellement passionnée de Beethoven, c'est un exemple toujours, elle écoute à un moment donné un extrait de la 9e symphonie, même si c'est enregistré mal, c'est loin, tout d'un coup, elle va prêter attention à la 9e symphonie. Moi, que je ne suis pas de culture chinoise, si j'écoute une chanson chinoise, dont j'arrive même pas à articuler les phrases, il se peut que quand j'écoute une chanson chinoise, même si c'est la plus grande chanson chinoise qui a été produite, je passe à côté. Et par exemple, moi aussi, que je suis très passionné de Beethoven, si j'écoute la 9e symphonie, par rapport à Yaoshi, par exemple,
quand je l'écoute, j'arrive à trouver tout de suite quel passage de la 9e symphonie, de quel passage il s'agit. Okay? Donc, pour ça, on dit l'activation des classes de repères. Mais comme vous voyez dans ce schéma qui est un peu, comme tout ce que je veux vous montrer dans cette vidéo et dans les prochaines vidéos, je suis obligé de faire non pas des simplifications, mais des stylisations. Hein. Une stylisation est une forme de vérité, mais on va dire comme un style, comme si c'était dans lequel j'enlève des choses non nécessaires. Okay? Donc forcément, il y aura des réductions dans les schémas et dans les informations. Ici, on voit que les fonctions traversent les classes de repères. Quand deux fonctions différentes traversent une même classe de repères, ça veut dire que la classe de repères est corrélée. Exemple, j'aime tout d'un coup les vélos rouges et les jeunes filles. Et du coup, la jeune fille qui passe en vélo devant moi, sur un vélo rouge, j'active la classe de repère vélo rouge, j'active la classe de repère fille, et automatiquement, il est très probable que je vais me souvenir que tel jour, à telle heure, il y a une jeune fille qui est passée devant moi sur un vélo rouge. Okay? C'est-à-dire que les classes de repères vont se corréler, vont se mettre une partie de mon cerveau qui est inhérent à la notion de vélo. Une autre partie de mon cerveau qui est inhérent à la notion de jeune fille vont se corréler entre elles, mettre ensemble pour définir la base de ce qu'on verra plus tard. Qu'est-ce qu'un concept? Pour l'instant, on est très loin. Ça pourrait être l'exemple suivant. J'entends la 9e symphonie de Beethoven, exemple que j'ai cité tout à l'heure. Du coup, j'ai une classe de repères culturels qui peut être, pourquoi, les pièces symphoniques. Je reconnais à l'intérieur de cette écoute que la patte sonore me rappelle le disque vinyle. Okay? Donc, je m'oriente non pas sur la 9e symphonie de Beethoven, mais sur le timbre de l'instrument qui est en train de diffuser la symphonie, donc plutôt sur le son. Quand ces deux classes de repères se réunissent, il est clair que mon cerveau, il va opérer des décisions et des jugements qui sont bien différents que si j'écoutais la 9e symphonie de Beethoven avec un casque en format HD issu d'un enregistrement numérique. Oui, mais du coup, donc, on a tous nos classes de repères, chacun en a énormément, etc. Mais c'est donc nos bases qui nous permettent de faire des connexions, des réflexions, etc. Mais, comment dire, on n'a pas tous la même quantité et la même grandeur de classe. Enfin, comment dire, par exemple, quelqu'un peut avoir 100 classes de repères très petites et quelqu'un 5 gigantesques. Et donc, du coup, ça nous permet de... C'est une excellente remarque, Victoire. Je dirais même plus. Tu as cité des chiffres qui sont presque invraisemblables. C'est-à-dire, les classes de repères, on les compte en milliards. Parce que ça concerne la narine, ça concerne le nez. C'est-à-dire que quand je vois ton visage, il y a quelques milliers de classes de repères qui sont activées immédiatement. Ça concerne les cheveux, la couleur des cheveux, les yeux, la distance des yeux. Le fait que tu as la main appuyée sur le menton, le fait que on est dans un cadre d'une conférence filmée, le fait que tu m'as posé une question en français et que je suis d'origine italienne, c'est des milliers de classes de repères. Donc la question que tu poses en fait est est-ce qu'on peut harmoniser ou est-ce qu'on peut envisager d'harmoniser je fais un exemple extrême, hein, quelqu'un qui vit plutôt en Groenland, habitué à des froids assez exceptionnels, où ils ont à peu près, si je ne suis pas fautif, 16 ou 20 façons de définir la couleur de la neige, du blanc, hein, et quelqu'un qui vient du Madagascar, comme Ina, dans lesquels il y a des températures complètement différentes, dans lesquelles je ne suis même pas sûr qu'au Madagascar ils ont vu la neige, tu vois, et ça veut dire que, du coup, on est dans des horizons complètement éloignés géographiquement parlant. Mais est-ce qu'on pourrait harmoniser des classes de repères? Là, je le dis sans peur. Hein. Comme parfois, les gens sont issus d'une confession ou d'une autre qui sont en contradiction totale dans les dogmes. Hein. Donc, la réponse est non, bien évidemment. Il n'y a pas d'harmonisation sur le nombre de classes de repères et sur la grandeur des classes de repères. Si je prends un théologien, je crois qu'on dit en français, un théologue, désolé pour les fautes certaines, un théologue chrétien et un théologue orthodoxe, malgré le fait qu'ils ont une souche de culture commune, ils vont avoir des classes de repères extrêmement différentes que quelqu'un qui est un athée, ou quelqu'un qui est un républicain, ou quelqu'un qui serait plutôt de culture bouddhiste. Vous comprenez? Donc, on ne peut pas les harmoniser. Nous allons voir dans un autre cours qui s'appelle les 6 modèles
herméneutiques. Et effectivement, il y en a au moins 6 dans lesquels on est certain qu'ils existent. Bon, c'est très mince quand on sait qu'il y en a des milliers, voire des milliards. Okay, en tous les cas, non. En musique, la chose qui est importante de savoir, c'est qu'indépendamment de la taille d'une classe de repères et indépendamment de la quantité de classes de repères, nous savons que nous pouvons les articuler, les orienter et les corréler. Et c'est le but et le rôle du compositeur ou de l'artiste de faire articuler les classes de repères du public, indépendamment de son origine culturelle. Alors, quand les classes de repères sont, donc je vous ai dit, elles sont activées, elles sont corrélées. Corrélées, c'est quand il y en a 2 qui pointent à même 2 ou plusieurs. Hein. Encore une fois, c'est tellement stylisé qu'il y en a probablement 2000 qui vont pointer le même phénomène. Dès que je vois Yaoshi, je vois les lunettes, je sais qu'elle est chinoise, je sais qu'elle a les cheveux longs, je sais que tout un tas de choses, et que du coup, les classes de repères sont immenses. Quand je vois Matisse, j'active d'autres classes de repères. Quand je pense à Beethoven, encore d'autres classes de repères. Quand je pense à Beethoven, je serais incapable de vous dire combien de dizaines de classes de repères j'active autour de la notion de Beethoven. Okay, mais une chose est certaine, c'est que quand les classes de repères elles sont corrélées, si elles sont orientées sur un même phénomène, c'est-à-dire si je commence à avoir plusieurs parties de mon cerveau qui se concentrent sur un et un seul phénomène, ça veut dire que je suis à la base du concept, à la base de la naissance du concept, à la base de quelque chose qui m'interroge. Je n'entends pas seulement une voiture qui passe ou le bruit de quelque chose, mais je commence à dire c'est de la musique. Okay, le cours d'aujourd'hui sur la notion des classes de repères, vous allez le voir pour la fin, je ne vais pas le dire avant, c'est que nous allons changer le paradigme de qu'est-ce qu'est la musique à l'époque de la musique informatique. Vous allez voir qu'à la fin de cette vidéo, les notions que je vous pose, que je vous propose, je vous présente vont converger. Donc, nous avons vu les classes de repères du cerveau. On peut les activer, corréler, orienter, et ainsi de suite, et articuler. C'est la base du concept. Mais nous allons voir que la notion du concept surgit par d'autres approches possibles. Nous savons tous qu'on a 5 sens ésogènes. Là, on ne va pas en parler. Hein. Ce qui nous permet de voir, de sentir au niveau du goût, de l'odorat, du toucher et de l'ouïe. Donc, une chose importante pour les musiciens, parce que parfois les musiciens se prennent la tête, les sens sont toujours activés. On ne peut pas décider que je ne sens plus ou que je n'entends plus. Non, ils sont toujours activés. Okay, simplement, il y en a certains dans lesquels on peut, on va dire, désorienter. Hein, quand je ferme les yeux, je peux désorienter la vue, tandis que je ne peux difficilement désorienter les oreilles. D'ailleurs, le sens de l'orientation est basé sur quelque chose que je ne peux pas vraiment changer. Mais nous avons aussi des sens endogènes. Donc la différence entre les sens ésogènes et les sens endogènes, c'est que les sens ésogènes, on les connaît, c'est ce qui nous permet de faire communiquer notre état de conscience avec le monde extérieur. Et les sens endogènes, c'est tout ce qui fait communiquer notre corps avec notre état de conscience. L'état de conscience, on le verra dans un autre cours plus tard, je vous le promets, sur la vitesse neuronale et tout ça, mais pas aujourd'hui. La chose importante à retenir, c'est que les sens ésogènes et endogènes cohabitent. Quand j'écoute une pièce de musique et en même temps je suis dans un cadre où je n'ai pas froid et je n'ai pas faim, l'écoute de la musique va être d'une certaine qualité. Si je suis dans une écoute de la musique où je suis très froid et à un moment donné, pour X raisons, j'ai très faim, l'écoute de la musique va être différente. C'est-à-dire que la qualité de l'écoute, de ce qui nous intéresse pour la musique, n'est pas seulement issue de l'ouïe, mais c'est issu de tout ce qui concerne mon état de conscience qui est reconforté à chaque instant par les sens ésogènes, ce qui nous permet de communiquer avec les mondes extérieurs, et endogènes, ce qui fait communiquer mon corps, votre corps à vous, et avec votre état de conscience. Quand 2 ou plusieurs on va dire stimuli activent le même sens, okay, nous avons la notion de la sensation. La sensation est la corrélation cérébrale. Notre cerveau est capable de dire que quand plusieurs sons rentrent dans l'oreille, ce n'est pas simplement un phénomène, mais c'est pas encore de l'ordre de la conscience tel qu'on peut la verbaliser, mais c'est de l'ordre d'un état de subconscient physiologique,
somatique, j'aurais envie de dire, dans lequel la sensation est activée. Donc la sensation est la corrélation entre plusieurs étapes d'un des sens. Okay? Elle est obligatoirement ce qu'on appelle elle a une durée courte, la sensation. La sensation d'un fortissimo d'orchestre, s'il ne touche pas des zones, on va dire, de distorsion, s'il ne rentre pas dans des formes de distorsion de son, de saturation, hein, donc par exemple la brûlure, si je touche quelque chose qui est froid ou tiède, la sensation, elle finit dès que j'ai enlevé la main. Évidemment, si la chose que je touche, elle est tellement chaude qu'elle brûle ma peau, il y a ce qu'on appelle une saturation, et donc la sensation va durer plus longtemps. Mais pour nous, dans un cadre normal de musique, la sensation a une durée courte et elle correspond généralement à la durée du stimulus, c'est-à-dire à la durée du phénomène. Quand notre cerveau est capable de corréler deux ou plusieurs sensations autour d'un même phénomène, hein, donc c'est nous, les classes de repères qui sont activées, orientées, corrélées, tout ça à une vitesse extrêmement rapide, qui est la vitesse neuronale. Après, on rentre dans une vitesse beaucoup plus lente que la vitesse des sens. J'entends quelque chose, j'arrive à corréler plusieurs sons, j'ai une sensation. Si, quand deux ou plusieurs sons sont articulés entre eux, et ils arrivent à créer un impact nouveau dans mes classes de repères, automatiquement, on appelle ceci des émotions. Donc, les émotions sont la corrélation psychique entre deux ou plusieurs sensations. Je le répète, les sensations sont la corrélation entre deux ou plusieurs états d'un même sens. Les émotions sont la corrélation entre deux ou plusieurs sensations. Du coup, les émotions, effectivement, ont une longueur, donc elles peuvent durer plus longtemps que les stimuli. Exemple, en tout cas personnellement très fort, la 6e symphonie de Tchaïkovski, dite la pathétique, ou la 9e symphonie de Gustav Mahler, quand la pièce finit, moi je suis dans un état émotif très touché, même quelques minutes après que la pièce est finie. Quand j'écoute certaines pièces de musique qui créent des forts impacts émotionnels, ce n'est pas parce que la pièce est finie que je ne suis pas dans cet impact émotionnel. Donc, la chose qu'on sait, c'est que les émotions ont une longueur de vie, on peut dire, plus longue que le stimuli. Quand j'arrive à réarticuler mes classes de repères au niveau de deux ou plusieurs émotions, hein, donc sur un stade un peu plus étendu, parce que les émotions sont lentes. On a vu tout à l'heure que les classes de repères s'activent de façon neuronale, très vite. Les sensations sont lentes, elles sont de la durée du stimulus. Les émotions sont encore plus lentes, donc quand dans cette lenteur qui est celle des émotions, j'arrive à articuler deux ou plusieurs émotions entre elles autour d'un même phénomène, j'accède au stade des sentiments. Donc les sentiments, c'est grosso modo, on le verra dans d'autres moments, c'est le stade verbal, de la verbalisation. C'est quand nous sommes capables de dire « j'aime la 9e symphonie de Beethoven ». Quand je suis capable de formuler cette expression, ça veut dire que je suis au stade des sentiments. C'est-à-dire que la 9e symphonie, soit elle est présente en ces moments, soit elle est finie, elle a été jouée depuis 3 ou 4 ans, peu importe, je peux toujours me rappeler de l'état émotionnel dans lequel j'étais, et automatiquement, je suis à mesure d'articuler, je ne veux pas utiliser le mot concept, mais je suis à mesure d'articuler du verbal pour attribuer une signification qui dépasse celui des émotions, qui est sur un stade plus étendu. Donc, sensation, émotion et sentiment sont différents stades autour d'un même phénomène et qui ont de longueurs différentes. La sensation est courte, l'émotion est plus longue que le phénomène. Courte, ça veut dire qu'elle a la même durée que le phénomène. L'émotion, elle est plus longue que le phénomène. De combien, on ne sait pas. Ça dépend de la puissance émotive. Et le sentiment, il peut avoir une durée qui est égale à notre vie, c'est-à-dire il rentre dans la case culture. Moi, j'aime la 9e symphonie de Beethoven et je pense que si j'arrive à un âge vénérable sans trop de traumatisme psychique, je pense que j'aimerais toujours la 9e symphonie de Beethoven, même si je ne l'ai pas écoutée pendant 20 ans. Tout ce que je vous dis, vous le trouvez, d'ailleurs, ce n'est pas que ma pensée, je l'ai adapté dans le cadre musical, ça vient de Damasio, qui a écrit plusieurs ouvrages autour de la notion de émotion et sentiment, ou la conscience de soi,
ou le plus connu, c'est l'erreur de Descartes, ou à la recherche de Spinoza. Donc c'est plusieurs ouvrages de Damasio, qui est un chercheur dans les sciences cognitives. Il y en a plusieurs de chercheurs, je vous cite ceci, qui a fait des bouquins et des ouvrages tout à fait accessibles à des musiciens. Bien évidemment, le concept, la notion de concept est quelque part indépendante de la notion de sensation, émotion et sentiment. Je peux formuler un concept quelque part, je peux formuler un concept sur la 9e symphonie de Beethoven, indépendamment du fait que je l'ai entendu ou je suis en train de l'entendre. Donc les concepts se situent sur un stade que souvent on appelle des stades supérieurs de la raison. Ça me gêne ce terme supérieur parce qu'en musique ça veut strictement rien dire, ok? Mais sachez que très souvent on nomme les concepts les stades supérieurs de la raison tout simplement parce que grâce au concept on arrive à produire la logique du langage verbal et c'est grâce au concept qu'on arrive à être d'accord ou pas d'accord, ok? En musique, quelque part on s'en fout parce que je me demande si est-ce qu'on peut être d'accord sur la création, sur l'élégance d'une pièce, sur la réussite d'une pièce. C'est un concept qui pour moi est très vague, la notion d'être d'accord en musique. Du coup, on continue. Sensation, émotion et sentiment constituent une boucle rétroactive, récursive et évolutive de notre pensée. Évolutive veut dire que, à un instant donné, je suis en train d'écouter la 9e symphonie de Beethoven. Je l'ai déjà mémorisée parce que j'étais enfant, je l'ai écoutée la première fois, donc mes classes de repères sont tout de suite activées, articulées, etc., etc., etc. Très bien. Pendant que je l'écoute, j'aime la 9e symphonie de Beethoven, donc je suis au stade, je l'écoute, je me rends compte, c'est la sensation. J'aime cette symphonie, donc je suis dans le stade émotionnel. Je commence à articuler des sentiments d'appréciation profonde autour de la 9e symphonie, je suis dans le stade des sentiments. Mais ceci a lieu pendant que la 9e symphonie de Beethoven est encore en train d'être jouée. Donc, évolutif, ça veut dire que plus j'évolue dans mon temps biologique, dans ma vieillesse, dans mon temps vécu, dans le temps de mes 46 ans, plus les différents stades de sensations, émotions et sentiments vont changer. Elle est récursive, c'est-à-dire que j'injecte le fait que j'aime la 9e symphonie de Beethoven pendant que je l'écoute. Et donc le fait que j'aime la 9e de Beethoven pendant que je l'écoute va amplifier la sensation d'écoute de la 9e symphonie. Après, je vous donnerai un exemple extra-musical, parce que parfois c'est plus clair. Et le fait que j'aime la 9e symphonie et que je réinjecte son écoute pendant que je l'écoute, il se peut que je suis très sensible à l'écoute lui-même. Tout musicien connaît ce phénomène très très connu, qui est celui de réécouter plusieurs fois une même pièce, et à un moment précis de la pièce, il y a un point dans lequel il y a une véritable forme de jouissance. Okay? Ceci s'explique par la chose suivante. Je l'écoute une première fois, donc je le découvre, je l'apprends. Et par les classes de repères issues de ma culture, de ma génération, de mon origine, et ainsi de suite, je vais définir les points de saillance de la pièce. Parce que je les ai mémorisés, quand je vais réécouter la pièce, je vais attendre ces moments précis qui avaient produit en moi une forme de jouissance. Et avant que ces points arrivent, j'amplifie ces moments grâce au fait que je connais la pièce. C'est ce que j'appelle la récursion. C'est-à-dire, les sentiments que j'ai développés à un moment donné autour d'une pièce, pendant que la pièce évolue, et quand je vais l'écouter, vont amplifier l'écoute même de la pièce. C'est ça qui veut dire récursive. Rétroactive. Rétroactive, c'est le concept le plus complexe et qui me servira pour vous expliquer la suite. La rétroaction est une action qui a lieu maintenant, mais dont son impact se redéfinit dans le passé. Alors, vous allez me dire, c'est pas possible. Techniquement, c'est impossible dans un temps chronométrique, mais dans le cerveau, dans la mémoire, c'est tout à fait possible. J'écoute une pièce de musique. C'est typiquement dans les films qui ont une mauvaise fin, ou dans les compositions qui ont une mauvaise fin. J'écoute la pièce, je suis passionné de la pièce, je l'écoute, je n'attends que la fin. Quand la fin arrive, pour X raisons, ou quand un moment donné de la pièce arrive, quand j'ai subi une déception locale, concept auquel je vous renverrai plusieurs fois dans les prochains cours, cette déception locale peut être tellement puissante qu'elle va redéfinir en arrière dans ma mémoire tous les jugements que j'ai opérés autour de la pièce. Donc la rétroaction est la réévaluation de la mémoire en fonction de l'instant présent. Donc, la boucle sensation, émotion, sentiment constitue justement une boucle évolutive, ça change tout le temps, récursive, je réinjecte en permanence les résultats de mes jugements à l'intérieur de la boucle,
Et rétroactive, je suis capable de redéfinir une pièce après l'avoir écoutée. Okay. Et là, on accède à l'avant-dernier chapitre, qui est celui autour des mémoires. Nous avons dans notre cerveau, alors là, les cognitivistes, ou en tout cas tous les chercheurs autour des sciences cognitives au sens de la mémorisation, ne sont pas tout à fait d'accord sur le nombre de mémoires que notre cerveau possède. Il y en a certains qui disent une bonne vingtaine, d'autres qui arrivent presque à la trentaine. Donc la mémoire géographique, la mémoire du langage, la mémoire de la topologie, la mémoire musculaire, il y en a un paquet. Okay, donc ce n'est pas notre but à nous de définir toutes les typologies de mémoire. Il est clair que pour nous, en tout cas, en musique, il y a 4 aspects de la mémoire qui nous intéressent beaucoup et qu'on va regarder maintenant. La première, j'utilise un vieux terme, il y a 2 termes plus spécifiques. Moi, j'aime bien parfois des termes un peu âgés parce qu'ils sont imagés. Hein. Donc, la mémoire échoïque, hein, ça vient de écho, comme si c'était une époque où on croyait que pendant un certain temps, il y avait une forme d'écho à l'intérieur du pavillon auriculaire qui permettait de se rappeler de quelque chose. Okay. Donc, c'est la mémoire typique de quand quelqu'un vous donne un numéro de téléphone, vous dites attends, je dois le noter. Et pourtant, vous êtes capable de mémoriser 8 ou 10 chiffres de téléphone, surtout que le 06 est égal pour tous. Okay. Donc, non, il y a le 07. Donc, la mémoire échoïque, pour nous, c'est une mémoire généralement qui est au maximum de 7 secondes. Sachant que 7 secondes est une durée immense. Très peu de gens ont cette capacité de mémoriser un phénomène pendant 7 secondes et de le restituer sans aucune forme d'approximation ou de perte d'information. C'est le cas typiquement des traducteurs simultanés. Exemple très connu dans la communauté européenne. Vous prenez un espagnol qui parle et qui doit être traduit en temps réel, en traduction simultanée, vers un allemand. Donc la personne qui fait la traduction mémorise un certain nombre de secondes de la phrase qui vient d'être dite. Pendant qu'elle a traduit en allemand, il mémorise à nouveau, ou elle mémorise à nouveau la prochaine phrase pour la restituer. Si on demande à la personne, on l'oblige d'attendre environ 7 secondes avant de traduire la phrase, cette personne n'aura plus une véritable traduction mot par mot ou phrase par phrase, mais elle sera obligée de faire une réduction, donc une synthèse de ce qui était dit. Donc il y aura dans ce cas perte d'information et quelque part, on va dire, je ne dirais pas le mot simplification, mais on va rester perte d'information. Okay. La mémoire qui est plus grande de 7 secondes, dont la durée maximale, on ne la connaît pas, c'est la mémoire à médium terme. Tout simplement, on sait sûrement qu'elle est plus longue que 7 secondes, elle peut durer plusieurs minutes, parfois elle peut durer plusieurs jours. En tout cas, on sait qu'au bout d'un moment, elle est effacée. Désolé, je reviens un instant en arrière. La mémoire échoïque, c'est une mémoire dont maximum, on peut la mémoriser autour des 7 secondes, après lesquelles elle est évacuée, elle est libérée, elle est effacée. Hein, c'est un peu comme la mémoire cache dans certains logiciels. C'est quelque chose qu'on met dans une RAM, hein, dans notre mémoire vivante, on peut dire. On peut y accéder. S'il n'y a pas à l'intérieur de 7 secondes un impact émotionnel, on oublie. Qu'est-ce qu'est l'impact émotionnel? Imaginez qu'il y a un phénomène qui se perdure pendant environ 7 secondes. Si pour moi, il n'y a aucune classe de repère qui est activée, je vais oublier ce qui se passe. Ça peut être la couleur d'une voiture, ça peut être l'odeur dans un restaurant, ça peut être même le discours avec un ami. Hein, combien de fois, vous-même, vous tous, vous avez écouté quelqu'un faisant oui avec la tête, hein, et en oubliant dans les 7 secondes qui suivaient les choses qui ont été dites. C'est la base de notre survie. On oublie en permanence ce qui nous est proposé. Mais si à l'intérieur de ces 7 secondes, il y a une des classes de repères ou plusieurs classes de repères qui sont activées, alors on accède à la mémoire à médium terme. C'est une mémoire plus longue de 7 secondes qui dure combien de temps? On ne sait pas. On ne sait strictement pas. Il n'y a aucun test faisable parce que ça dépend de l'ampleur de l'impact émotionnel. Ça peut être un film que vous avez aimé et que vous vous en souvenez pendant des jours, des mois, des années et qu'au bout d'un moment, vous êtes devant la télé, vous revoyez le même film et dites « Ah, mais je l'avais déjà vu ». Ça veut dire que vous l'aviez oublié. Hein, et pourtant, un film généralement a une durée relativement longue. Surtout si c'est un film qui avait tellement aimé que vous l'avez même conseillé à des amis. Okay. En musique, on ne sait pas du tout. C'est en tout cas de l'ordre de plusieurs minutes, parfois des heures. On peut avoir des mémoires fortes d'une musique qu'on a écoutée quelques heures après l'écoute. Si, à l'intérieur de cette mémoire à médium terme, il s'est produit un nouveau impact émotionnel, évidemment sur des échelles, comme on a vu tout à l'heure, bien plus importantes, parce que la mémoire échoïque, elle est au stade de sensation. Hein, on est bien d'accord. C'est-à-dire, obligatoirement. Ou alors à des émotions relativement courtes.
Tandis que la mémoire à médium terme, et on est sur un stade émotionnel, donc de la taille des émotions. Et donc, si à l'intérieur de ces nouvelles mémoires, il y a un nouvel impact émotionnel, du coup, on passe à la mémoire à long terme, dans laquelle on ne sait pas du tout quelle est la longueur, on estime être la longueur de notre vie, du moment que le phénomène est mémorisé, et ça correspond généralement à ce qu'on appelle la culture. C'est-à-dire, on sait que Beethoven a fait 9 symphonies, par exemple. Et si je me concentre sur la 3e symphonie, je suis capable de me rappeler des thèmes des thèmes de chaque mouvement, je suis capable de me rappeler de la durée, parce que c'est une symphonie à laquelle j'ai dédié beaucoup de passion et j'ai eu beaucoup d'impact émotionnel. C'est juste, je reviens sur ce que tu disais tout à l'heure sur les classes de repères et les sens endogènes. Ouais. Du coup, pour moi, parfois, c'est quand même très proche. Il y a aussi des classes de repères qui pourraient quasiment être considérées comme des sens endogènes et des sens endogènes. Ah, excellente question. Là, c'est une super question. Est-ce qu'une classe de repères, ça c'est une question immense. Tu vois ce que je veux dire. Est-ce qu'un sens endogène ne pourrait pas être une classe de repères? Est-ce que la notion du piment, quelque chose qui pique, dans le goût, donc quelque chose qui est une classe de repères? La réponse est oui. La réponse est oui. Et c'est toute la complexité du cours qu'on verra sur les modèles corporo-centrés. C'est qu'en fait, prenons un exemple musical. La tierce majeure. Est-ce qu'une tierce majeure est un phénomène naturel? Non. La tierce majeure tempérée, c'est un choix culturel de l'Occident à partir du XVIIIe siècle dans lequel on a défini les tempéraments égaux. La tierce naturelle n'est pas égale à la tierce majeure. Donc, mais quand moi j'entends une tierce majeure, et quand j'entends une tierce majeure chez Beethoven, par exemple, je commence à avoir des impacts émotionnels parce que j'ai en moi la notion de tierce majeure. Donc, est-ce que la tierce majeure est au stade de quelque chose qui produit tout un tas d'impacts? Donc, ça veut dire que j'aurais mémorisé quelque chose tellement enraciné en moi qui n'est plus de l'ordre culturel, mais c'est de l'ordre du physiologique, ce qu'on appelle souvent les sens endogènes. La réponse est oui. Il faut savoir que les souvenirs, c'est de la matière. Ça, c'est un concept qui est toujours mal vu, mal interprété, parce que ça fait peur. Mais les concepts, les souvenirs, c'est de la matière. C'est de la matière, c'est des molécules que notre cerveau produit et qui déposent entre les synapses et les neurones de notre cerveau. C'est-à-dire que notre cerveau, quelque part, quand on naît, il naît comme une sorte de système, non pas vide, et non pas vierge non plus, mais on va dire avec une certaine taille, de grandeur, femme et homme qu'on soit, c'est pareil. Et que pendant les premiers mois de naissance, même dans le ventre de nos mamans et dans les mois de naissance, le cerveau grandit jusqu'à un certain âge où il continue à grandir, autour de 20 quelques années, je ne me rappelle plus la date exacte où notre matière grise s'arrête. Et c'est quoi cet agrandissement? C'est entre autres, bien sûr, une augmentation physiologique parce que dans notre ADN, on sait que ça va grandir, mais c'est aussi tout ce qu'on mémorise, c'est tout ce qu'on vit, tout ce qu'on a appris, tout ce qu'on a intériorisé. Et donc, il y a des tests qui ont été faits sur des enfants issus de l'Inde et des nouveau-nés européens. Donc, un test très simple dans lequel un nouveau-né, tout en ayant l'autorisation des mamans, bien entendu, on mettait une goutte de curry sur la langue d'un nouveau-né. Donc, le nouveau-né indien ne faisait aucune expression faciale étrange, donc il avait la goutte de curry sur la langue, et l'enfant nouveau-né européen, je ne sais pas si européen, on dirait occidental, il faisait une expression à cause du fait que le goût du curry n'était pas du tout intégré dans son corps. Ça veut dire quoi? Que le nouveau-né indien, par le cordon ombilical, par le fait que sa maman mangeait très sûrement du curry pendant qu'elle était enceinte, ces nouveau-nés avaient déjà intégré une appréhension du goût du curry totalement différente que l'enfant européen, qui visiblement, sa maman ne mangeait pas ça. Donc, ce que tu me demandes, oui, bien sûr que parfois les sens endogènes, et quelque part les sens ésogènes, une tierce majeure est issue d'un apprentissage ésogène, sont énormément conformés et on va dire façonnés par la culture dans laquelle on grandit. Donc ces trois mémoires, échoïque, médium terme, court terme, quand nous les mettons dans une autre capacité de notre mémoire qui s'appelle la mémoire de travail, quelque part, leur distance temporelle est effacée. C'est-à-dire, la mémoire échoïque, on sait, elle est courte. Elle appartient à un moment donné.
Après, s'il n'y a pas d'impact émotionnel, elle est oubliée. Si elle est un peu plus longue, elle reste dans notre esprit pendant un certain temps, elle est oubliée. Celle qui est à long terme, elle sera à jamais. Mais pendant que j'écoute une pièce de musique, si j'entends un fragment, je prends l'exemple de Bach, et tout d'un coup, je pense à un fragment d'une pièce de Corelli que j'ai écoutée il y a 3 ans, je suis capable de rappeler une mémoire de Corelli que j'ai mémorisée il y a 3 ans dans une mémoire échoïque du présent, de l'instant. C'est ce qu'on appelle la mémoire du travail. La mémoire du travail, ou the working memory, c'est la capacité que notre cerveau a de rappeler des souvenirs lointains et de le remettre à l'intérieur d'un présent. Okay. Généralement, on dit que cette mémoire existe quand il y a une sorte d'intérêt un intérêt psychologique ou quand l'action n'est pas close. Pour nous, quand la pièce n'est pas finie. Par exemple, si vous avez une voiture et vous garez un jour dans tel endroit, on dit, ouais, et à chaque jour vous allez au bureau, par exemple. Non, je faisais un exemple plus lié au métro. Tous les jours, vous prenez le métro pour venir ici. Okay. Si je vous dis, dans quel carrosse du métro de la ligne 2 ou 11 vous étiez ce matin, vous en souvenez a priori. Hein. Vous êtes capable de dire, j'étais dans la carrosse de la voiture numéro 2. Okay. Je dis, mais oui, mais il y a 10 jours, dans quelle voiture vous étiez-vous dans la ligne 11 ? Sauf si vous êtes méthodique et vous prenez toujours la même voiture, autrement vous l'avez oublié. C'est le cas typique de là où quand vous lisez un livre, vous fermez le livre, vous êtes capable de ne pas l'ouvrir pendant plusieurs semaines et quand vous le réouvrez, vous vous souvenez à peu près tout ce qui s'était passé avant. Okay. Et si vous laissez passer trop de temps, le livre ne sera jamais terminé parce que justement vous avez perdu les liens qui vous rattachent à ça. Donc la mémoire de travail est cette mémoire qui est maintenue en vie, on va dire, par notre cerveau tant que l'engagement psychique n'est pas clos. Ça veut dire que si le bouquin on l'a laissé fermer trop longtemps, ça veut dire qu'il y avait un engagement relatif ou que la nécessité ou l'urgence de finir ce bouquin était relative. En musique, quand on écoute une pièce, si la notion d'ennui ne surgit pas, généralement, la mémoire du travail fait qu'on essaie de corréler tout le temps tout ce qu'on écoute au début de la pièce, au milieu de la pièce et vers la fin de la pièce. C'est-à-dire c'est notre capacité de nous rappeler du début de la pièce, même s'il y a 30 minutes, et de la remettre à une écoute du moment, même si c'est 30 minutes plus tard. Si la nuit surgit, là c'est un autre problème, on le verra, c'est la notion de déception globale et non pas de déception locale qu'il faut éviter quand on est dans le cadre de la création. Ça veut dire que généralement la nuit autorise la personne à couper et n'est pas à créer des liens. Si vous avez suivi jusqu'à ici, donc la notion de classe de repère, la notion donc classe de repère activée, corrélée, orientée, la notion de sens, sensation, émotion, sentiment et voire concept. Et si vous avez suivi les notions de mémoire, maintenant, on peut parler de qu'est-ce que la musique aujourd'hui. Alors, parfois, on se moque de ce concept parce qu'on dit oui, on va pas attendre le 21e siècle pour dire qu'est-ce que la musique. Oui, chers amis. Parce que tant qu'il y a un violon sur scène qui joue, on ne se pose plus la question est-ce que c'est de la musique. On se pose des questions de type esthétique ou esthésique. Mais quand il y a un violoniste sur scène qui joue, personne dans le public se pose la question est-ce que c'est de la musique ou non. Parce que les classes culturelles font que le violon, l'instrumentiste, la salle de concert, donc la scène, c'est déjà suffisant pour définir qu'il y a obligatoirement de la musique. Mais quand nous avons 2 haut-parleurs, quand nous avons un iPad, quand nous avons des capteurs de mouvement, quand nous n'avons aucun musicien, quand nous entendons des sons qui sont issus de la nature, des sons qui sont issus des saturations numériques, des sonorités qu'on découvre pour la première fois, la question de qu'est-ce que la musique se pose, et beaucoup. Parce que parfois, dans certains genres de musique, il n'y a pas d'interprète, c'est nous-mêmes ou le public qui devient interprète. Parfois, nous avons des outils, ce qu'on appelle les smartphones ou les tablettes, peu importe quoi, qui nous permettent de faire des gestes qui sont, jusqu'à hier, n'existaient même pas dans le milieu musical. Alors du coup, la question se pose. Et alors, pour y répondre, je vous apporte cette vision, cette théorie. Donc, quand 2 ou plusieurs sons, donc là, on est forcément à partir de 2. À partir de 1, c'est même pas la peine. À partir de 1, tout dépend de la longueur. Là, on va rentrer dans un débat éternel. Je n'ai pas envie. Vous m'appelez par téléphone si vous souhaitez savoir est-ce qu'un seul son peut être de la musique. Vous m'appelez, on va en débattre, mais autour d'un café. Et non, parce qu'il y a eu des débats éternels là-dessus. Donc, quand il y a 2 ou plusieurs sons, en tout cas, on reste pour l'instant sur une chose très simple. 2 sons
qui sont ou en même temps, donc une polyphonie, ou l'un après l'autre, ok. Mais quand nous sommes capables d'entendre deux sons, et que pour nous, pour notre cerveau, ils sont issus de la même cause, c'est-à-dire que notre cerveau va les associer, va les mettre dans une classe de repères comme issus d'une et une même cause, pour nous, ces deux sons sont habités par le principe de causalité. Vous allez voir dans un instant. Ça veut dire que si je parle et je fais ça en même temps, vous entendez ma voix, vous entendez un son différent et vous faites aucun... Oui, peut-être que l'autre est fastidieux par rapport à ma voix, okay, mais à aucun moment vous doutez que ma voix est associée à ce son. Okay? Mais si je fais des sons comme ça, automatiquement, votre cerveau résonne de façon différente. Votre cerveau est en train de se dire, qu'est-ce que la chose qui est mise en place? Ça veut dire, si pour votre cerveau, les deux sont issus d'une même cause, ça veut dire que ces deux sons, ne sont pas deux simples sons, ils sont liés par le critère ou le principe de causalité. Quand ces deux mêmes sons, pas d'autres, ces deux mêmes sons, quand vous entendez le deuxième, ou même si c'est une polyphonie, vous vous concentrez sur le deuxième, non pas sur le premier, et pour vous, le deuxième définit un groupe, tout petit, ça veut dire que, automatiquement, ce sons sont reliés par le principe de nécessité. Ça veut dire, le principe de nécessité, c'est quand vous devez faire un effort cognitif pour les séparer. Quand vous entendez ma parole, vous faites, mis à part les fautes de quantification française, mais vous ne faites aucun effort pour reconnaître que c'est la même parole, qui vient de la même source. Donc, ça veut dire que pour vous, chaque syllabe ou chaque phonème que je prononce sont liés par le même critère de principe de nécessité. Ils vont nécessairement ensemble. Mais si je vous disais de faire la différence, de repérer toutes les fautes de français que je fais, automatiquement, vous devez faire un effort cognitif pour séparer les fautes. Okay? Quand cet effort existe, ça veut dire que vous avez brisé le critère de nécessité. Okay? Chose qui produit, ça du coup on va voir, c'est la première fois où on introduit la notion de déception locale. Pour l'instant on mémorise, on fera un cours entier sur la notion de déception locale. Donc, quand deux sons vont nécessairement ensemble pour vous, c'est-à-dire qu'ils sont corrélés de telle façon que pour vous, il y a une nécessité à les maintenir ensemble. Et quand, pour vous, ils sont issus de la même cause, vous n'êtes plus face à deux sons, vous êtes face à un sonème. Un sonème, c'est un élément porteur des musiques. Nous allons voir dans un prochain chapitre que quand il y a plusieurs sonèmes entre eux, on les appellera des morphèmes, des éléments porteurs de formes. Et quand il y a plusieurs morphèmes qui sont reliés entre eux toujours par le même critère de causalité et de nécessité, nous avons des stylèmes, des éléments porteurs de styles. Sonème, morphème et stylème rentrent dans une grosse classe de repères qu'on appelle les musèmes, les éléments porteurs des musiques. Du coup, la question est la suivante. La musique est plein de choses. La musique, c'est des actions culturelles, c'est des besoins de vie, c'est des façons de s'exprimer, c'est des écoles, c'est des enregistrements, c'est tout ce que vous voulez, mais la musique est aussi et avant tout, avant même que ça devienne une passion, que ça devienne une démarche politique, que ça devienne une nécessité anthropologique, avant tout, la musique est un jugement. La musique est un jugement qu'on opère au niveau de la mémoire échoïque grâce à cette récursion et évolution entre sensations, émotions et sentiments des sons que nous entendons. Donc ce n'est pas simple. Donc la musique, ce que nous nommons musique, c'est quand ces sons, qui sont en multitude, corrélés entre eux tout le temps, sont nécessairement ensemble et issus d'une même cause. En tout cas pour nous. Quand ces deux critères de causalité et de nécessité habitent des sons, automatiquement, nous sommes face à de la musique. Il n'y a aucun jugement esthétique, aucun jugement esthésique. On peut la détester, on peut l'aimer, on peut la adorer, mais peu importe, il s'agit de musique. Et quand on fait de la musique à travers des outils numériques, cette question doit être posée avant tout. Autrement, on fera de la création qui se veut anachronique, c'est-à-dire pourquoi du coup enregistrer un son d'un violon et traiter un son d'un violon. On pourrait se dire, il vaut mieux faire jouer à un enfant le son d'un violon, ok? Ou pourquoi prendre n'importe quel quelle matière sonore enregistrée et la traiter. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des outils qui mettent sur un même plan le monde symbolique des notes
hein, des notes, de la partition, okay, et le monde phénoménique des sons. Mais pour faire ça, il faut réorganiser la phénoménologie musicale ou l'épistémologie musicale en ayant la conscience que la musique est un jugement et que l'artiste ou le compositeur a le rôle de créer chez l'auditeur des nouvelles façons de produire ce double critère de causalité et de nécessité. 4, dernier concept. Après, on a fini le premier cours, je ne suis pas sûr qu'on arrivera à faire le deuxième. Hein. Deuxième concept. Donc, je peux déjà décrire une première façon de décrire qu'est-ce que la création aujourd'hui. Parce qu'encore une fois, jusqu'il y a 50 ans, jusqu'il y a même 60 ans, la création, c'était écrire une partition de musique. Et après, on avait toujours ces formes, on va dire, poliment incorrectes, de dire j'aime ou j'aime pas, c'est pas le sujet, mais c'est bien sûr, parce qu'anthropologiquement parlant, une partition de musique appartient à la musique parce qu'elle hérite des classes culturelles de qu'est-ce qu'une partition, qu'est-ce qu'une salle de concert, qu'est-ce qu'un musicien, un interprète qui monte sur scène pour lire une partition. Donc la question ne se pose pas. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que la création ? La création est là où l'artiste est capable de créer un nouveau critère de causalité et de nécessité à partir de n'importe quel son. À partir parfois du déplacement du son de l'espace. Ça peut être déjà de la musique. Chose qu'avant, ce n'était pas le cas. Donc, le rôle d'un artiste, hein, le rôle d'un compositeur, alors qu'est-ce qu'on enseigne aux compositeurs ? C'est pas nécessairement la notion du goût, ça c'est prétendre d'enseigner le goût, c'est comme prétendre à quelqu'un d'apprécier et de manger la choucroute. Il y a certains qui détestent la choucroute et d'autres qui l'adorent, donc c'est prétentieux justement, hein, qui n'a aucun sens pour moi. En revanche, enseigner la création aujourd'hui veut dire enseigner à créer le critère de causalité et de nécessité, parfois sur des sources sonores qui sont totalement éloignées. Parfois sur des sources sonores que jusqu'à hier, un enfant n'avait pas nécessairement mis ensemble dans son esprit. À créer des critères de causalité et de nécessité, parfois à partir d'éléments qui sont à l'origine pas nés comme éléments musicaux. Ce qu'on appelle très souvent des sons concrets, mais qui peuvent être associés à des instruments de musique. Est-ce que vous avez des questions ? Oui. Quand tu parles d'issue de la même cause, je vois pas. C'est complexe, tu as raison. On prend exemple, on va dire dimension par dimension. Là, il faut se référer aux classes de repères. À peu près à la question qu'avait Victoire avait dit tout à l'heure. Est-ce qu'on a 5 ou 6 classes de repères ou des milliers ? Donc, prenons un oboïste. Ok ? Et assumons le fait que je connais le son du hautbois. Au moins ça. Donc, ça veut dire qu'il y a une classe de repères qui est le hautbois et les sonorités du hautbois. Ok ? Ou de la flûte, si vous préférez. Quand j'entends un do joué par la flûte ou par le hautbois, okay, automatiquement ma classe de repère, si je connais la classe de repère flûte, dit ah, c'est une flûte qui joue. Et si j'entends un do et un ré qui est suivi par la flûte, c'est-à-dire pour moi ils sont clairement issus de la même cause, qui s'appelle la flûte. Okay. Attention, ça va un peu plus loin. Qu'est-ce qui se passe, Baboni, parce que ça c'est très simple, on a l'impression que la musique se fait note par note, avec une lenteur extraordinaire. Non, on va se remettre en vitesse neuronale, du coup c'est une vitesse extrêmement rapide, proche de la vitesse de la lumière, proche, hein, pas pareil mais proche, en tout cas beaucoup plus rapide que le discours. On a l'impression justement que la musique soit à une vitesse extrêmement lente. Non, mettons-nous à une vitesse neurologique, qui est une vitesse extrêmement rapide. À cette vitesse, l'activation de la classe de repère flûte a lieu pendant que la note existe. Je ne dois pas attendre, il y a eu une note, je me pose la question, est-ce que c'est une flûte ? Non ? Et est-ce que c'est la même flûte dont le son est issu ? Non, ça va beaucoup plus vite. Mais qu'est-ce qui se passe justement si nous avons un do qui est joué par une flûte et un sol qui est joué par une clarinette ? Deux sources différentes, deux causes différentes. À cette vitesse que nous avons, si nous avons la classe de repère orchestre, automatiquement, pour nous, c'est issu de la même cause. Okay ? La question se pose quand nous avons, dans d'autres cas, par exemple, on va mettre des exemples sonores à faire écouter. Voilà, je propose ça maintenant, on improvise. Mais par exemple, on a un do joué par une flûte et un grincement d'une porte. Alors là, la question se pose. Donc, est-ce que c'est issu de la même cause ? Théoriquement, non. Pratiquement, non plus.
Mais si, et ça on le verra au fur et à mesure dans nos interventions, le compositeur a créé des liens, on verra comment créer ces liens, c'est ce qu'on appelle la morphologie, on ne le verra pas aujourd'hui. Aujourd'hui on est simplement sur la notion. Et du coup, ces liens constituent une nouvelle classe de repères qui s'ouvre pendant l'écoute d'une pièce. Peut-être pour répondre à Mathis tout à l'heure, donc les classes de repères, elles ne se constituent pas à un âge donné, elles disparaissent à jamais. Je ne sais pas vous, mais je suis quasiment certain qu'il y a quelques années, vous ne savez pas glisser un doigt sur une tablette pour accéder à une fonction. Donc c'est des gestes qu'on a appris à un moment donné, et qu'il y a certains enfants qu'aujourd'hui, quand ils sont habitués plus aux tablettes qu'aux journaux, qui quand ils prennent un journal, ils font ça parce qu'ils ont appris un geste qui est issu d'un outil qui n'existe pas dans d'autres. Ça veut dire que, et ma grand-mère, qui n'est plus là, par exemple, ma tante, qui est un peu âgée, elle a appris à utiliser des smartphones sur des gestes à son âge honorable. Ça veut dire que les classes de repères se constituent à tout le moment. Et alors, les compositeurs, je préfère dire les artistes, sont ceux qui, pendant le déroulement de la pièce, ils arrivent à créer de nouvelles classes de repères. Et que grâce à ces nouvelles classes de repères, pour nous, la notion de causalité est donnée à l'écoute de la pièce. On verra, c'est un des cours qu'on va faire ensemble. Je fais cette expression faciale parce que je doute qu'on arrivera à le faire ensemble. En tout cas, un des cours qui devrait apparaître sur ce site est destiné à la consistance, à la notion de consistance. Donc, un des critères de consistance est justement le fait de constituer des classes de repères à un moment donné de l'écoute d'une pièce et que ces classes de repères sont valables tout au long de la pièce. Quand ceci a lieu, on est face à une consistance. Ça veut dire que peut-être qu'au début d'une pièce, la notion de causalité d'être issu d'une même cause n'est pas claire, elle se constitue pendant l'écoute, mais qu'à un moment donné, quand c'est constitué, pour toi, maintenant que tu es une femme d'une certaine maturité, quand tu écoutes un orchestre, si c'est une contrebasse, un pizzicato Bartók d'une contrebasse ou un flattersung de la flûte, tu les fais donc des sonorités extrêmement éloignées, mais tu les fais rentrer tous dans la même classe de repères, ça s'appelle pièce symphonique, par exemple. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Oui, encore par rapport à ça. Du coup, deux personnes qui écoutent la même musique peuvent avoir différentes. Ils ont des classes de repères différentes. Mais si le compositeur a voulu créer une certaine classe de repères et qu'elle n'est pas reconnue par... Il est bête. Dans ce cas-là, non, j'exagère un peu. Non, c'est-à-dire, il faut savoir de quoi... Alors, très bien. La question est, est-ce que deux auditeurs peuvent avoir les mêmes classes de repères? La réponse est non. Jamais. Jamais. Est-ce qu'un compositeur est capable de solliciter, on va dire, des zones de classes de repères? La réponse est oui. La publicité est un exemple majeur. La publicité que vous voyez passer à la télévision est un exemple particulier. Ceux qui sont sensibles aux produits bio, ils ont une vision du bio qui est différente. Tous, on a des facettes extrêmement variées. Ceux qui sont pour les produits chimiques, parce que pour X raisons, sont plus passionnés par ça, et quand ils voient la pub d'un produit bio, ils ne sont pas attirés. Donc, à ta réponse, bien sûr, le compositeur peut orienter, et ça même, j'estime qu'un grand artiste est un artiste quand un artiste de cours, un grand artiste, c'est quand quelqu'un qui arrive vraiment, alors j'introduis un terme que j'aurais voulu introduire plus tard, arrive à manipuler l'auditeur. Manipuler, très souvent, ce terme manipulation est mal interprété. Manipuler veut dire manus, avec la main, donner un pôle, vient de main et pôle, de polarité. Donc la polarité est une direction. Le pôle nord indique une direction. Manipuler veut dire donner une direction avec les mains. Si vous regardez sur Internet des vidéos, donc là on fera un zoom sur une vidéo de fabricants de vases en argile. Donc si vous prenez de l'argile molle qui tourne sur un tabouret comme ça, l'argile a tendance à couler par rapport à la gravité. Mais dès qu'avec les mains ou avec un doigt, vous lui donnez une direction, ça prend la forme d'un vase. C'est ça la manipulation. La manipulation, c'est la capacité de donner une direction avec les mains. Alors, la manipulation, quand elle est sonore, quand elle est faite par un compositeur, c'est la capacité d'orienter les classes de repères du public. Alors, pour Yaoshi, les classes de repères vont être par là, pour Victoire par là, pour Ina plutôt vers le haut, pour Mathis plutôt par là, je ne sais pas, parce qu'on est tous différents. Mais si pour chacun de vous, il y a eu un mouvement, il y a eu articulation des classes de repères, c'est clair que vous êtes très probablement devant un objet d'art. Très probablement. S'il y a eu une différence, on verra pourquoi, ça, mais peut-être que vous êtes face simplement à un objet, pas un objet d'art. Un artiste est celui qui est capable de orienter, articuler, faire orienter,
faire articuler, faire corréler les classes de repères du public. Bien? Comment l'artiste trouvait le nouvelle orienté? Parce que si tu fais le même, tous les artistes... Ouais. Alors, c'est une excellente question. Alors, la question est comment un artiste peut définir des nouvelles classes de repères. Hein, et quelque part, ça revient à la question de la modernité, ou à la notion de la nouveauté, plus que de la modernité. Quand est-ce que quelque chose de nouveau apparaît par rapport à l'histoire, par rapport à l'existant? D'abord, il faut savoir qu'il y a 3 typologies d'intelligence. Par intelligence, ça veut dire l'intelligence est un sujet vastissime, c'est encore plus vaste que la connaissance. Mais on va dire que l'intelligence est en partie la capacité de résoudre des problèmes. Parmi les formes d'intelligence que nous avons, dans chaque être vivant, donc il y a de l'intelligence animale, il y a de l'intelligence végétale, il y a de l'intelligence canine, les chiens, et de l'intelligence des oiseaux, de l'intelligence collective. Il y en a énorme. On va dire qu'il y en a en tout cas 3 qui nous intéressent, nous, dans le cadre de ce qu'on fait. Un, c'est l'intelligence scolastique, c'est-à-dire être bon à l'école. On a une tâche, on apprend quelque chose et on reproduit quelque chose de similaire. Ça veut dire qu'on apprend à articuler des classes de repères déjà existantes et on arrive à les reproduire avec variation, avec ce que vous voulez, mais ça existe déjà. Une deuxième forme d'intelligence, parmi, encore une fois, les milliers qui existent, est l'intelligence relationnelle. C'est que souvent est la capacité d'avoir des relations humaines. La capacité de savoir parler aux autres, s'adapter aux autres, aller voir un autre pays avec une autre culture et savoir se articuler. Ça veut dire que quelqu'un apprend des classes de repères d'une école, il rencontre un nouveau contexte, le nouveau est l'autre, tout simplement, et il arrive à articuler avec l'autre. Quelque chose donc, qui n'est pas nouveau, parce que l'autre existe déjà. Les classes de repères ont été apprises, mais simplement, il y a un fait nouveau de mettre ensemble des classes de repères d'un contexte dans un autre contexte. Ce qu'on appelle aussi l'hybridation. C'est connu comme le métissage ou l'hybridation. C'est-à-dire, je prends ma culture italienne, je viens en Chine, je me confronte à un public chinois différent, et donc je suis obligé d'articuler mon discours à des personnes qui ne connaissent pas la culture italienne. Et que peut-être je vais écouter des instruments de tradition chinoise qui vont inspirer. Alors, ils ne sont pas nouveaux, les instruments chinois existent depuis des millénaires, la culture italienne aussi. Mais moi, en tant qu'individu du présent, j'articule quelque chose d'un contexte dans un autre contexte. C'est une façon de créer, je dirais, non pas de nouvelles classes de repères, mais quelque chose de nouveau. Donc on appelle l'hybridation. Mais il y a une troisième forme d'intelligence, qui est la plus rare, en tout cas pour ce que j'ai pu constater dans ma vie, qui est l'intelligence transcendantale. C'est l'intelligence de inventer quelque chose de nouveau. Comment ça existe? Personnellement, je pense que ça existe seulement quand il y a une théorie. Sans théorie, on découvre des choses, ça c'est l'expérimentation. On va dire qu'il y a une quatrième forme d'intelligence. Pardon, avant de parler de l'intelligence transcendantale, je fais un pas en arrière. Il y a aussi l'expérimentation. L'expérimentation, typique de plein de formes de musique improvisée, c'est qu'en faisant, on découvre quelque chose de nouveau. Même si on n'avait pas nécessairement l'intuition ou l'envie ou l'idée. Mais ça arrive et donc on le prend comme un objet trouvé et on le propose. Et ça aussi, il y a un domaine vastissime de cette expression qui sont les musiques des traditions instrumentales, voire le jazz, qui est une classe de repères immense, dans laquelle on a trouvé des univers fantastiques, sans nécessairement y penser à l'avance. Il n'y avait pas nécessairement de dire « Ah, je vais trouver telle forme de cadence, telle articulation ». Non, c'est par une pratique directe, instrumentale, qu'on y arrive. Non, c'est l'expérimentation. Et après, il y a la vision transcendantale. Ça s'appelle souvent comme ça parce que c'est lié parfois aux religions. On se pose la question comment, à un moment donné, les prophètes arrivaient. Pourquoi un nouveau prophète arrivait prophète, ça veut dire, en anglais, je ne sais pas comment on dit, en tout cas, comme une nouvelle personnalité faisait quelque chose de nouveau dans une tradition séculaire des religions.
ou quand un nouveau philosophe arrive. Comment ça se fait qu'un nouveau philosophe, quand un philosophe définit une nouvelle philosophie? C'est comparable à une procédure d'exégèse, si on veut, des textes religieux. C'est-à-dire à quel moment, dans une grande tradition, comme la philosophie, comme les religions, il y a quelqu'un de nouveau. On appelle ça l'intelligence transcendantale. C'est-à-dire, généralement, il s'agit d'artistes qui ont une forte sympathie ou empathie, en tout cas avec le monde, et qui savent interpréter le monde et le restituer. Ce n'est pas... comment dire ça? Et obligatoirement, ça passe à travers une théorie. C'est-à-dire, c'est des personnes qui définissent un cadre théorique avec des hypothèses. Hein. Tant que les hypothèses ne sont pas invalidées, elles sont ouvertes. Et quand elles sont convalidées, ça veut dire que cette hypothèse était bonne. Okay? Quand il y a des théories, la théorie est forcément une vision, autrement ce n'est pas une théorie. Okay? La théorie, c'est une mise à distance d'un phénomène, c'est la capacité de regarder plus loin sans avoir les réponses. Hein? Et après, la personne ou les personnes cherchent cette réponse, et s'ils la trouvent, techniquement, je pense qu'ils ont créé de nouvelles classes de repères. Tu penses pas dans l'art, mais ça me fait penser à Einstein, qui a du coup révolutionné la physique. Bien sûr. On connaît, mais en injectant des choses que personne n'aurait pensé injecter. Exactement. Ça, c'est un exemple très connu, parce qu'après, effectivement, on cite toujours ceux qui ont fait des sauts dans les sciences, mais un exemple qui est très connu, mais en même temps pas si connu que ça, c'est Beethoven. Beethoven a créé de nouvelles classes de repères lui-même. Et à un moment donné, lui, il inventait tout le temps de nouvelles classes de repères. C'est-à-dire, la sonate beethovenienne, la sonate pour piano beethovenienne, l'opus 111, c'est parce que Beethoven a dit que c'est une sonate. Et donc, nous, on dit, il s'agit d'une sonate. Parce que c'est comme si un grand architecte, à un moment donné, il fait un arc, et on dit c'est un bâtiment. Ben, on lui croit. Parce que, vu qu'il a fait plein de bâtiments avant, il dit, ben, si lui le dit, ok. Mais Beethoven est un exemple de quelqu'un qui a fait à chaque fois, non pas à chaque fois, à certains moments de sa création, il a élargi parfois certaines classes de repères, parfois il a créé de nouvelles classes de repères. Il y en a d'autres qui sont connus, comme Schoenberg, comme Liszt, comme Ligeti, comme Charino. Il y a, dans la musique contemporaine, il y en a plein. Il y en a plusieurs. Il est vrai que le métissage est plus fréquent. Il suffit de prendre un compositeur hongrois, on l'amène à Paris, non, j'ai fait un exemple Liszt. Hein, il suffit de regarder l'histoire de la musique, comment certaines délocalisations d'un individu qui vient d'une culture russe, comme Stravinsky, on l'amène en Europe, et il y a des métissages assez spectaculaires. Chose qu'aujourd'hui, avec la mondialisation, c'est un peu plus compliqué, on est parfaitement d'accord, mais qu'il faut quand même rechercher. Donc le métissage est une façon pour créer de nouveaux... Je suis en train de dire le mot archétype, et je le dis parce que on aura un cours sur la naissance ou sur l'épaississement des archétypes, mais ça revient au même. Vous allez voir que parfois, pour définir une même chose, on peut le faire de façon corporocentrée, de façon cognitiviste, de façon épistémologique, de façon philosophique. Donc, élargir les archétypes, qu'on verra dans un autre cours, revient à créer de nouvelles classes de repères.